À présent, passons donc à la rubrique des informations extra-financières. Donc, ces informations extra-financières sont récentes à la fois pour Morningstar et pour EasyBourse. Donc, ici, de notre côté, en tout cas, nous avons mis en avant ces informations depuis le mois de juin 2022 et nous avons vocation à étoffer ces informations. On va du coup, là aussi, justement, les commenter avec Christophe. Tout d'abord, en fait, vous voyez ici les labels. Donc, EasyBourse a décidé de rendre compte auprès de ses clients de 4 labels, dont 2 qui sont alimentés justement par Morningstar. Donc, les 2 labels alimentés par Morningstar sont le label d'État, donc ISR français, et le label Greenfin. Donc, qui est le label notamment en fait destiné au fonds climatique. Et de l'autre côté, nous avons également décidé de renseigner sur le label Relance et le label Finansol. Le label Finansol, c'est notamment pour les plus solidaires. Et le label Relance, c'est pour le label qui, justement, donc, participe au développement des PME et ETI, françaises en particulier, sinon donc européennes, et qui sont consacrées donc, à la relance de l'économie. Donc ça, ce sont les labels que nous vous renseignons justement donc, chez EasyBourse. Un mot là-dessus, peut-être, Christophe? Alors peut-être de façon plus globale, hein, pour un fonds. En fait, on voit aujourd'hui beaucoup de documentaires, d'informations sur tout ce qu'on appelle les données ESG ou les fonds durables, les fonds ESG. Il y a plusieurs moyens de savoir si un fonds a une vocation ESG, une vocation durable. Il y a d'abord des labels, c'est-à-dire que la société de gestion va présenter à un organisme officiel un cahier des charges qui va dire voilà comment je vais gérer mon fonds. Et en fonction de ce cahier des charges, l'organisme va lui décerner ou pas le label en disant voilà, le fonds Tocqueville Croissance Euro ISR a la certification de notre organisme, donc ici il s'agit d'un label d'État, qui va donner justement le cachet label ISR. Donc pour vous, c'est important de comprendre ça. Ça veut dire que la société de gestion s'est engagée à une politique de durabilité avec différents niveaux. Ça peut être plutôt sur l'environnement, plutôt sur le social. Donc, il y a les labels comme le Finansol. Lui va être, comme tu le disais, Imen, plutôt sur une partie solidaire. Donc, et Greenfin va être au contraire plutôt sur une partie environnementale. Donc, ici, c'est important. Le label, c'est une première possibilité pour vous de vérifier que l'investissement que vous avez sélectionné, que le fonds que vous avez sélectionné, a un impact positif, on va dire, sur la société, sur l'environnement, donc un fonds ISR, un fonds ESG. Le deuxième niveau, ça va être avec des données que déclare la société de gestion, mais qui est là encore pas forcément validée par un organisme extérieur. Et donc, il va déclarer, je veux une exclusion, je ne veux pas investir sur les armes de destruction massive. Je veux, donc ça, il va l'indiquer. Et puis, on va avoir aussi avec la réglementation, ce que l'on verra tout à l'heure, les articles 8 et 9, mais on va peut-être garder ça pour quand on le regardera. Et puis enfin, il y a les données que des sociétés comme Morningstar pourront calculer. Donc, on va avoir, et il n'y a pas énormément de sociétés de notation extra-financière, puisque vous avez compris qu'il fallait quand même un grand nombre d'analyses pour pouvoir réaliser ces études. Et donc, on va nous récupérer ces informations. Et donc, depuis 2017, nous, on a lancé les Globes Morningstar. C'était aussi un moyen simple, comme on avait les étoiles. Ici, pour la partie ESG, on va calculer des globes sur tous les fonds, pas tous les fonds à partir du moment où on a leur portefeuille et où on couvre suffisamment de titres dans leur portefeuille, puisqu'il nous faut au moins 67% du portefeuille analysé. Donc, on va pouvoir donner 5 globes aux 10% les fonds les plus vertueux dans leur catégorie. De la même façon, 22,5% suivant. Enfin, on a classé sur une note, oui, il faut quand même que je le dise, une note de risque ESG. On le verra peut-être aussi tout à l'heure plus en détail.
Et donc, on va avoir les 10% les plus vertueux de la catégorie 5 globes, 22,5% suivant 4 globes, 35 du milieu 3 globes, 22,5% de nouveau 2 globes et les derniers 10%, un seul globe. Donc là encore, c'est pour vous un moyen ultra simple de vérifier tout de suite si un fonds est ESG. Donc les labels et les globes Morningstar. Et donc là, on voit bien que c'est un fonds ISR. Donc c'est un fonds qui a une politique de gestion ISR, investissement socialement responsable. Et donc là, c'est tout à fait cohérent qu'il ait 5 globes avec ce label. Alors du coup, un peu comme les notes Morningstar, donc on a 5 globes, donc la note de 5 étant donc la meilleure, bien entendu. Et là aussi, tout comme pour les étoiles Morningstar, il n'y a pas de 0 globe en fait. Donc si effectivement, vous voyez justement sur une fiche valeur qu'il n'y a pas de globe du tout, dans ce cas-là, c'est que justement donc le fonds n'est pas évalué et soit parce que justement il n'y a pas encore de track record suffisant, donc il n'est pas encore suffisamment vieux, donc pour justement être évalué, soit parce qu'il manque de données éventuellement, comme vient de l'indiquer Christophe. Alors, on prend en compte un portefeuille en historique, hein, bien sûr, mais même si le fonds n'avait qu'un seul portefeuille, on pourrait le faire. Donc, il s'agit moins ici d'un track record, mais plutôt d'une mise à disposition des informations. Si la société de gestion, et il en existe un petit peu qui ne veulent pas nous donner les portefeuilles, on ne pourra pas calculer un score ESG sur le fonds. Donc, c'est plutôt l'absence de portefeuille qui va faire qu'on ne pourra pas donner les globes. Et puis, il existe, comme tu le disais, des catégories pour lesquelles on ne va pas le calculer. Les catégories monétaires, pourquoi? Parce que ce sont souvent des instruments financiers qui sont que l'on ne peut pas analyser en termes de données extra-financières. D'accord. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, donc aujourd'hui, Easy Bourse s'inscrit dans une dynamique donc d'élargissement de son univers d'information extra-financière. Et donc là, d'ici septembre, vous allez avoir également une autre donnée qui est phare chez Morningstar, à savoir la notation low carbone. Est-ce que tu veux bien nous en parler, Christophe? Oui, alors le low carbon designation, cette fois-ci, ce n'est plus une analyse relative, mais vraiment une analyse en absolu. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un label, hein, mais en tout cas, cette information va être simple pour vous et elle va vous donner donc les fonds qui ont un score, enfin un risque carbone peu élevé et un investissement dans les secteurs controversés, donc sur tout ce qui est énergie fossile, inférieur à 10% de leur portefeuille. Donc à partir du moment où on a un score faible, on verra ce que ça veut dire, hein, en carbone risque, et cet investissement inférieur à 10% du portefeuille dans des secteurs controversés, on va donner donc ce low carbon designation qui va être là encore un indicateur pour vous qui veut dire que ce sont des fonds qui vont favoriser ou en tout cas la baisse des émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Et donc du coup, de notre côté, donc chez Easy Bourse, vous aurez certainement donc cette information d'ici septembre en amont, donc aux côtés justement donc du label, des labels et des globes Morningstar pour le coup. Donc ensuite, vous avez un peu plus bas, au-delà donc des informations financières que l'on a évoquées tout à l'heure, donc quatre blocs qui rendent compte justement des informations extra-financières de Morningstar et on va essayer de les expliciter de manière claire avec Christophe. Alors tout d'abord, on a les données extra-financières liées à la réglementation. Et là, on a du coup deux informations, donc une information dite SFDR et une information dite doctrine AMF. L'information SFDR, c'est une information qui est relative à une réglementation européenne qui a été implémentée cette année, pour le coup. Et donc une réglementation qui amène justement les sociétés de gestion à classer leurs fonds d'investissement dans trois catégories, soit l'article 8, soit l'article 9, soit l'article 6. Là, je vais laisser Christophe expliciter de quoi il s'agit exactement. Alors, peut-être si tu peux appuyer sur les points d'interrogation, comme ça me permettrait de vous montrer où trouver l'information. Donc, en fait, la SFDR, c'est une réglementation qui a pour but, le D veut dire disclosure, donc de
donner de l'information, que les sociétés de gestion vont donner de l'information sur, là encore, ce qu'ils veulent faire. Donc là, on n'est plus sur un label, puisque la réglementation va dire c'est à vous, société de gestion, c'est à vous de nous donner votre orientation. Donc, est-ce que votre produit va être sans considération ESG? Donc là, vous allez être plutôt un article 6. Ou au contraire, vous allez vous engager à suivre un processus ESG, donc des caractéristiques environnementales et ou sociales, hein, on n'a pas forcément envie des trois. Donc là, vous avez l'article 8, donc des produits qui vont promouvoir certaines caractéristiques, donc article 8, et puis article 9 qui va être un niveau au-dessus dans l'engagement ESG, qui vont être les produits qui ont pour objectif l'investissement durable. Donc là, vraiment des produits qui ont cet engagement. Donc là, vous voyez ici que le fonds est juste un article 8. Il y a à peu près en nombre 30% d'article 8 sur tous les fonds qui sont à la vente en France et à peu près 4-5% d'article 9. Donc, un gros tiers. Et puis, en termes d'encours, c'est plus important. On est plutôt à 45%. Donc, on voit que vous avez une offre quand même qui est assez large sur ces articles 8, article 9. C'est là encore quelque chose qu'il faut que vous regardiez, puisque article 9, vous aurez vraiment un engagement de la société à faire de l'investissement durable. Article 8, une partie en fait des investissements vont être orientés vers ces caractéristiques environnementales ou sociales. Et article 6, il n'y a pas d'engagement de la part de la société de gestion. Donc ça, c'est pour la première partie. Et puis, on a, donc ça, c'est une réglementation européenne. Et puis, on a aussi la doctrine AMF qui existait auparavant, puisque SFDR s'était lancé en mars 2021. Et là, donc en 2020, l'AMF avait déjà demandé si le fonds, s'il y avait déjà une première classification. Bon, là, on voit que ce n'est pas renseigné, c'est quelque chose qui est peut-être moins souvent renseigné, mais vous voyez, bien sûr, ça parle tout seul. Est-ce que vous avez une approche engageante? Est-ce que vous avez une approche non significativement engageante? Ou alors, il n'y a pas de communication du tout sur cet engagement ESG. ISR, il y a beaucoup de… Donc là, on va passer assez vite quand même. Vous pouvez le voir directement, le comprendre directement. Mais là encore, on aurait aimé que les réglementations soient un peu cohérentes ou qu'elles aient un peu les mêmes… Mais bon, on va fermer la parenthèse. Non, simplement indiquer que cette classification SFDR, c'est une classification qui est mentionnée dans le prospectus, hein, Christophe. Oui, alors, ce n'est pas toujours le cas, mais chez Morningstar, on a choisi justement de n'indiquer que le fonds est article 8 ou article 9 que lorsque c'est dans le prospectus. Pourquoi? Parce que c'est un engagement de la société. Le prospectus, c'est un peu la feuille de route. Enfin, c'est la feuille de route de la société de gestion pour le fonds. Et donc, il est obligé de se conformer au prospectus. Lorsque vous avez je dirais, un engagement sur un bout de papier ou sur un site internet que je vais faire de l'article 8, vous pouvez très facilement enlever après cet engagement. Personne ne le verra, personne ne vous dira quoi que ce soit. Au contraire, le prospectus, c'est quelque chose qui est officiel, qui est surveillé, qui est validé par l'AMF. Et bien sûr, dans ces cas-là, il est impossible de le modifier sans que l'AMF soit au courant. Et donc, du coup, on verra bien si le fonds est devenu article 8 vers article 6, alors que sinon, si ça n'est pas dans le prospectus, on peut très bien passer à côté. Mais la plupart du temps, c'est dans le prospectus. Oui, Imen, je crois que j'ai vu juste une société de gestion ou deux qui avaient pas pris la peine de modifier le prospectus pour les rajouter, mais je pense qu'ils vont le faire d'ici peu. D'accord. Donc maintenant, essayons d'expliciter justement les trois autres blocs, Christophe. Donc tout d'abord le bloc consacré au score ESG Morningstar. Là, on fait justement mention des globes Morningstar et pour le coup, on fait mention de la décomposition de cette notation d'ensemble. Donc je te laisse là aussi nous expliciter un peu de quoi il s'agit. Alors, donc les globes, on en a parlé tout à l'heure, c'est une notation relative par rapport à la catégorie du fonds. Donc, on va prendre le score de durabilité, donc le score ESG, comme on appelle, qui est de 16,54%, 16,54 pour
ce portefeuille, donc pour ce fonds, en fait, pour l'ensemble des valeurs. Donc, comment on l'a fait? Comment on l'a calculé? On a pris le score ESG de chacune des lignes du portefeuille. Donc, ici, on peut voir qu'on a des obligations souveraines sur la droite. Et puis, à droite, c'est toutes les entreprises. Donc, que ce soit les obligations que l'on appelle corporate, donc les obligations des entreprises, ou les actions, bien sûr. J'ai dit sur la droite, sur la gauche. Hein. 16,54. Et donc, on va agréger avec donc la note de chacune des actions, donc LVMH, puis le Père de Ricard et ainsi de suite, Hermès. Et puis, donc, on va simplement la pondérer avec la pondération du fonds, de la valeur dans le fonds, ce qui va nous donner donc cette note agrégée de ici 16,54, qui est en fait la note qui vient à la fois du score environnemental, 3,69, plus le score de gouvernance, 6,16, et le score de risque social, 6,69. Donc là, on voit que le fonds se comporte le mieux, en fait, puisque la note la plus basse est la meilleure, puisqu'il s'agit d'un score de risque. Et donc, du coup, on a donc les trois niveaux qui vont être ce 16,54, donc qui est la note du fonds. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, déjà, on le voit avec les globes que c'est bien. C'est bien relativement, mais même de façon en absolu. Et d'ailleurs, Imen, je crois que vous allez rajouter ces indicateurs puisque c'est important. Oui, absolument. Nous, on sait que de 0 à 10, le risque est négligeable, donc c'est le mieux. De 10 à 20, le risque est bas. Donc 16,54, on est bien sûr dans un risque bas. 20 à 30, moyen. 30 à 40, haut. Et plus de 40, c'est sévère. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, un risque sévère? Ça veut dire que l'impact que pourraient avoir des considérations environnementales, des considérations sociales, des considérations de gouvernance sur la performance de la société, et donc par ricochet ou par agrégation sur le fond, est plus importante. Donc, du coup, il faut faire attention et avoir le risque le plus faible. Ça, c'est le mieux. En plus, ça correspond à un engagement généralement de la société de gestion. Mais ce qui est important ici avec les globes, c'est que autant on va dire, les labels vont être vraiment demandés par les sociétés. Donc, il va y avoir une couverture qui est moins importante. On a à peu près, on prend le label ISR, on a à peu près 1100 fonds aujourd'hui qui ont le label ISR. Ici, on va le calculer systématiquement, les globes. Donc, ça va vous permettre d'avoir une information même sur des fonds qui n'auraient pas de label ISR. Voilà. Et la date d'établissement des globes, on va le calculer chaque mois, mais on a besoin d'un peu plus de temps parce que cette fois-ci, on va récupérer les portefeuilles des fonds et on va récupérer aussi les données. Donc, on va avoir généralement par rapport aux données de calcul des étoiles, on va avoir un mois de décalage parce qu'il y a tout un travail qui est effectué. Mais bien sûr, là encore, on prend en compte l'historique des portefeuilles. Donc, ça va avec plus d'importance, bien sûr, on va donner plus d'importance sur le dernier portefeuille, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on prend sur le long terme. Comme ça nous permet vraiment de vérifier si l'engagement de la société de gestion est là ou pas. Voilà pour les globes et le score ESG ou le score de durabilité. D'accord, donc c'est un score du coup en fait qui est sur 50 et ensuite il y a une décomposition justement, donc en fait… J'ai dit 50, c'est 100 en fait. 100, d'accord. Mais généralement, tu as raison, on est rarement au-delà de 50. D'accord. Est-ce que tu veux préciser éventuellement le score de risque environnemental, le score de risque de gouvernance? Non, mais en fait, on va simplement séparer sur les trois lettres du E, du S et du G. Et donc, ça va être, après, on va rentrer dans trop de détails. Donc mais c'est la même mécanique. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, on est sur 50, on est sur 100? Oui, on est sur 100, donc de 0 à 100 et ainsi de suite. D'accord. Et là, l'idée, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que jusqu'à 10, on est plutôt sur… Ouais, d'accord. Oui. Ok, c'est entendu. Ensuite, donc, on a les données carbone. Donc, là, ça montre donc l'exposition du fonds. Et là, en fait, le score carbone, on l'a dit, est de 4,77. Ça veut dire quoi au juste 4,77? Alors, de la même façon, il faudrait que vous affichiez l'échelle. Donc, de toute façon, ce qui serait important, et ici, on le verrait, donc le score carbone est bon. Il y a aussi le low carbon designation. Donc, celui-ci aurait le low carbon designation parce qu'on est avec des scores carbone et
je dirais, un pourcentage dans les combustibles fossiles qui est inférieur à 7%. Donc là, on est bon. Mais le score carbone, donc là encore, de 0 à 10, c'est bas. Ce n'est pas exactement la même échelle. De 10 à 30, c'est moyen. De 30 à 50, c'est un haut risque. Et au-delà de 50, c'est un risque sévère. Donc, comment on va calculer le score et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va prendre en compte, en fait, là encore, le portefeuille du fonds et agréger cette information, donc le score carbone, le carbone risk score, comme on le dit en anglais, pour chacune des sociétés. Donc, on va prendre à la fois les opérations, donc ce que va, on va dire, émettre une société pour produire, et puis aussi l'impact de ces produits. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus concret. ArcelorMittal, ils vont produire beaucoup de gaz à effet de serre lors de la fabrication de l'acier. Au contraire, une fois que l'acier est produit, il n'y a plus de dégagement d'effet de serre, de gaz à effet de serre, pardon. Au contraire, on va dire la fabrication d'automobiles, elle sera moins polluante, mais en revanche, l'utilisation de l'automobile sera polluante. Enfin, en tout cas, les moteurs thermiques. Permettre en fait de valider ou en tout cas de calculer l'impact que pourrait avoir, donc l'impact sur le résultat financier, enfin l'impact sur la performance financière de la société, que pourrait avoir d'une part l'augmentation du coût de l'émission de carbone, puisque aujourd'hui, maintenant, et notamment en Europe, toute émission de gaz à effet de serre donc, est payante, on va dire, que peut avoir aussi l'évolution de la demande, puisque peut-être que demain, les consommateurs vont se détourner de produits polluants, et puis aussi de l'évolution de la réglementation. Je vais prendre un exemple assez simple. Demain, on supprime les véhicules à moteur thermique. Si jamais Stellantis ne change pas et ne produit pas des véhicules électriques, l'impact va être très important. Donc ça, vous comprenez bien que s'ils ne peuvent plus vendre les voitures thermiques, ça va poser un risque important. Donc là, on est vraiment sur l'impact des gaz à effet de serre ou en tout cas l'impact de la transition énergétique sur la performance financière des entreprises qui sont dans le portefeuille du fonds et donc en les remontant au niveau du fonds. Voilà. Donc ça, c'est assez, assez global. Et puis après, on vous met ici le pourcentage investi dans différents secteurs. Donc, si je prends production de pétrole et de gaz, je vois ici 2,32%. Donc là, c'est tout ce qui est lié à l'exploration, l'exploitation, donc l'extraction de pétrole et de gaz, le transport et le raffinage. Au contraire, la génération de pétrole et de gaz, c'est tout l'électricité, le pétrole et le gaz utilisés pour la génération d'électricité. Mais sinon, on voit exploration, extraction de charbon. Donc là, il n'y a pas du tout d'extraction de charbon dans le fond que l'on regarde. Voilà à peu près. Et donc, encore, concentrez-vous sur le Low Carbon Designation quand il sera disponible en septembre. Et puis, regardez le score carbone. Et vous pouvez considérer qu'en dessous de 30, le risque est moyen, donc on est bon. Bien sûr, plus on est bas, mieux c'est. D'accord, Christophe. Et du coup, donc on est bien d'accord que le pourcentage là en fait mis en avant, c'est un pourcentage donc de l'actif total du fonds. Hein. Donc les 2,95, oui. C'est 2,95 de l'actif total du fonds. Tout à fait. Absolument, d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est recalculé éventuellement avec quelle rythmicité? Alors, c'est en fait à chaque fois qu'on a le portefeuille, le nouveau portefeuille. Donc, ça dépend. Et puis, il y a toujours un peu de délai aussi, mais on veut mettre toujours les dates, en fait, c'est ce qui est important de regarder. Oui, là, on voit justement donc, mars 2022. Ok, c'est entendu. Ouais. Enfin, on termine justement donc, avec le dernier bloc consacré donc, aux informations extra-financières, à savoir les données liées justement donc, aux domaines controversés. Donc là, ici, effectivement, on voit un certain nombre de domaines controversés, donc ce qui est important quand même, justement, donc, comme l'alcool, le tabac, les armes controversées, les pesticides, le charbon thermique. Et là aussi, on est sur en fait un pourcentage en fonction de l'actif donc du fonds.
Alors là encore, ça va être aussi un indicateur pour vos investissements. Vous pouvez souhaiter ne pas investir dans l'alcool. Vous pouvez éviter les OGM. Et donc, vous pouvez regarder si le fonds dans lequel vous souhaitez investir a une exposition sur je dirais, ces thèmes ou ces secteurs que l'on appelle controversés. Donc, c'est nous qui avons fait le choix chez Morningstar de ces différents secteurs. Donc, si vous voyez ici le fonds, enfin on l'a vu tout à l'heure, il était investi dans LVMH, donc il y a de l'alcool. Il était investi dans Pernod Ricard, il y a de l'alcool. Donc du coup, c'est l'ensemble de ces investissements sur les sociétés qui ont un revenu sur l'alcool qui vont nous constituer les 9,09%. Donc là, vous voyez qu'il n'est pas investi dans les pesticides, qu'il n'est pas investi dans le charbon, pas dans le nucléaire. En revanche, il était sur les animaux. Donc là, il faut faire attention. Brigitte Bardot n'ira peut-être pas dans ce fonds-là, par exemple. Entendu, Christophe. Mais ce qui est important, en fait, finalement, dans ces informations extra-financières, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au-delà même de la conviction que l'on peut avoir éventuellement pour le charbon, enfin pour les énergies fossiles en règle générale ou encore pour ces domaines controversés, c'est une histoire de maîtrise de risque également. Donc, c'est une histoire de maîtrise des risques qui, en fait, du coup, va influencer négativement ou pas la performance du fonds sur justement le long terme. C'est ça, hein? Alors, après, il n'y a pas forcément, on ne peut pas dire que l'alcool va être un risque ou pas. C'est vraiment sur les convictions, hein, je dirais, Imen. C'est si pas l'alcool ou le nucléaire. Après, on voit hein, toutes les discussions qui passent, même sur la. Allez, j'allais utiliser un gros mot, taxonomie. On ne va pas en parler, mais est-ce que le nucléaire, c'est positif pour la planète ou pas? Chacun a ses propres convictions. Est-ce que les armes, ça joue pour la paix ou pour la guerre? Donc là encore, c'est à vous de décider. Mais au moins, on vous donne ces informations et vous décidez en toute connaissance de cause si vous souhaitez le faire ou pas, si ça vous ennuie, ou au contraire, si ça ne vous ennuie pas, d'investir chez LVMH qui a de l'alcool, chez L'Oréal qui fait du test sur les animaux ou des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment toujours en connaissance de cause. Mais là, justement, au-delà de ce bloc de domaines controversés, Christophe, je parlais notamment des deux premiers blocs. Est-ce qu'on peut justement Ah là oui. parler de davantage justement en fait de maîtrise des risques liés à la performance, justement, du coup? Alors c'est compliqué parce qu'on ne sait jamais si. Il n'y a, pas beaucoup d'études qui disent que les fonds, on va dire ISR, surperforment ou sous-performent. Pendant longtemps, on a considéré que les fonds ISR allaient prendre de la performance. En fait, on s'est rendu compte que ça n'était pas le cas, mais que ça, en fait, on a vu pendant une longue période qu'au contraire, ils apportaient de la performance, parce que de toute façon, une société qui a une bonne gouvernance, elle a moins de risques, enfin, elle va mieux se comporter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez simple à comprendre. Après, on a vu aussi qu'ils avaient un meilleur comportement en termes de performance, parce que c'était aussi, il y avait des secteurs qui étaient surreprésentés, et notamment les secteurs IT, donc informatique par exemple. Et donc du coup, on avait quelque chose qui était plus lié au secteur et non pas à la bonne marche ESG. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que ça ne coûte rien en termes de performance, de façon globale. Hein, après, on aura toujours. En tout cas, ça ne coûte pas. Et donc, si jamais j'avais un conseil, autant agir de façon positive pour son portefeuille et positive pour la planète, que ce soit en termes environnementaux ou en termes social. Pourquoi s'en priver? Je pense que, puis de toute façon, c'est quelque chose qui est très important dans votre groupe, Imen, et on partage tout à fait ces valeurs. Hein. C'est tant qu'à faire, autant privilégier les deux, et la performance financière et la performance ESG. Et est-ce que ça réduit le risque? Oui, théoriquement, mais c'est pas si simple que ça, malheureusement. Si, j'entends. Il faut des études un peu plus poussées avec peut-être un peu plus d'historique également. Donc, du coup, en tout cas, l'idée d'Easy Bourse et l'idée de Morningstar pour le coup, donc l'idée commune, c'est que en fait, l'analyse d'un fonds d'investissement donc sur lequel justement vous voulez vous positionner
doit à la fois justement donc, vous amener à prendre en considération des informations financières et des informations extra-financières. Donc, et aussi bien Morningstar que Easy Bourse, nous allons justement donc continuer dans cette dynamique, continuer justement donc à être dans la pédagogie, dans la transmission des informations, dans l'univers également élargi justement donc de ces indications pour vous éclairer donc sur vos choix d'allocation. Peut-être un dernier mot, Christophe, éventuellement. Oui, alors n'oubliez pas quand même que toutes les informations que Morningstar a calculées, ce sont des informations totalement indépendantes déjà, donc elles ont bien sûr toujours plus de valeur, et que d'autre part, elles sont à destination d'une clientèle particulière. Donc les étoiles, les globes, le low carbon designation, c'est un moyen simple de vous guider et tout en comprenant facilement. On a des centaines d'analystes derrière tous ces calculs. Donc, vous pouvez en toute confiance vous reposer sur ces notes et surtout sans forcément chercher à comprendre ce qui se passe derrière. Sachez que c'est indépendant et avec tout un support, bien sûr, en termes de méthodologie et méthodologies qui ont fait ses preuves, puisque maintenant, ça fait bientôt 40 ans qu'on aide les investisseurs. Et c'est certainement la raison pour laquelle justement EasyBourse a décidé de s'associer à vous pour justement donc mettre en avant ces informations. Merci énormément Christophe, merci pour ton éclairage, merci pour tes explications. Je pense que cette chronique prend fin, donc on touche à sa fin plutôt. Et n'hésitez pas, chers clients, de revenir vers nous si jamais vous avez des questions supplémentaires. On sera réellement un plaisir justement d'y répondre, quand bien même en interpellant éventuellement Morningstar et l'équipe de Morningstar pour vous apporter des éléments d'explication. Voilà, donc merci énormément et puis je vous dis à une prochaine chronique. Au revoir.